que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode Mum and Baby. Nothing really matters if you're not mine right here, right now. Alors aujourd'hui je vais aborder le sujet des nuits, comment aider nos enfants, quel rythme, qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider à faire leur nuit et un petit peu comment gérer en tant que parent quand nos enfants les font pas, parce que chaque enfant est différent, ils ont tous un rythme différent, il y en a qui vont mettre des mois à faire leur nuit. Quand on a tout testé et que ça ne marche pas, il va falloir s'adapter et essayer de trouver un rythme pour pouvoir passer ces mois qui vont être sans nuit et qui sont plus ou moins faciles en tant que parent. La première chose que je peux vous dire, c'est que chaque enfant est différent. En ayant deux, j'ai connu deux choses complètement opposées. J'ai eu Eden, mon fils aîné, qui à 3 semaines faisait ses nuits. Mais quand je vous dis des nuits, c'est-à-dire qu'à 22h jusqu'à 8h, on ne le voyait pas. C'était un bébé qui dormait. J'avais beau essayer de le lever pour le mettre au sein, que nenni, ça dormait. Autant Lily Rose, sa première nuit a été à 4 mois et 3 jours. Et aujourd'hui, elle a 14 mois et il arrive encore régulièrement qu'à 5h ou 6h du matin, elle se lève pour avoir son biberon. Elle se lève par faim. Donc ça, c'est plutôt chouette. Mais ça peut être très différent. J'en connais qui ont des enfants qui ont 2 ans et qui se lèvent encore la nuit, mais qui du coup coupent les nuits, les leurs et aussi les nôtres un petit peu. Comment gérer toute cette phase-là, comment tenir le coup. Alors d'abord, je vais vous partager un petit peu moi comment je m'y suis prise pour pouvoir aider mes enfants à faire leur nuit. La première chose, ça a été d'avoir une routine fixe du soir, du coucher, où que je sois, même quand je ne suis pas à la maison, j'avais toujours le même rituel, que ce soit moi ou Anthony qu'on le fasse, donc moi ou mon homme, on avait mis en place un rituel. Donc au début, les premiers temps, ça n'a aucun impact. Simplement, il va falloir que ça devienne une habitude, un rituel, comme j'utilise le terme, pour l'enfant, et qui du coup, il va comprendre que quand on rentre dans son chemin, qu'on fait ça, plus ça, plus ça, ça signifie qu'on va dormir. Qu'on fasse une routine de façon à ce qu'il soit apaisé, pas l'exciter avant. C'était d'abord le bain, ensuite on faisait le petit massage, ensuite on mettait le pyjama, on faisait la petite lecture, on faisait une petite comptine, je le posais dans le lit, je lui racontais encore des histoires, je lui allumais sa petite truc qui faisait de la lumière au plafond, je lui faisais un bisou, je lui disais que je l'aimais et je sortais. Les premiers temps, que nenni, on est bien d'accord, l'enfant pleure, l'enfant stresse, etc. Pour ma part, j'ai toujours essayé de rassurer, j'ai toujours rassuré mes enfants dans leur lit, ou alors si vraiment c'était en état de crise, c'est les prendre et les apaiser contre soi, mais les reposer avant qu'ils s'endorment dans nos bras, pour qu'ils apprennent à s'endormir dans leur lit et qu'en fait ils apprennent que c'est une zone de sécurité pour eux, de confort, et que leur lit est vraiment un endroit sûr et agréable pour eux, pour que le rituel du soir devienne de plus en plus facile, tout simplement. Après, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne habitude, je pense qu'il y a des façons de faire, et ça c'est vraiment ma vision des choses, et chacun fait comme il peut, avant tout plus que comme il ne le veut. Donc c'est à dire que s'il y en avait un qui pleurait, je venais me poser. Alors moi j'avais beaucoup la technique de frotter le front. Il y a la technique de faire c'est-à-dire un son grave linéaire, quelque chose de rythmé en fait, tout simplement. Une chanson, une comptine, quelque chose qui va l'apaiser, le détendre. Donc au début c'était avec une prise de contact avec l'enfant. Après je poursuis sans la prise de contact. Je m'éloigne après du lit tout en étant dans son champ de vision, en continuant la même chose, et je finis par le continuer derrière la porte. Ça, c'est cette technique que j'ai beaucoup utilisée vers les 8-9 mois de l'enfant, où il a créé cette phase où il a la peur de l'abandon, puisqu'il se rend compte, apparemment ça c'est vraiment dans une des étapes que passent ces enfants, il y en a qui le passent plus ou moins sans que ça se voit par le parent, mais moi pour les deux je l'ai repéré direct. C'est-à-dire que si vous savez, quand vous sortez de la pièce ou qu'ils ne sont plus dans leur champ de vision, qu'ils paniquent complet, qu'ils ont besoin de toujours vous voir et que vous entendre ne suffit pas, ils ne comprennent pas, pour eux ils ne vous voient plus, ils sont abandonnés. C'était vraiment ce rituel de contact, pas contact, champ de vision, hors champ de vision. Je suis restée pendant une semaine à leur parler derrière la porte, les rassurer. Et en une semaine, cette phase-là est passée pour les deux. Alors une semaine, c'est 7 nuits. Donc ça peut être très long quand c'est difficile. On a des fois tendance à attendre et rester présent avec eux pour qu'ils s'endorment. Les 2 premières nuits, sommeil, je le faisais, mais petit à petit, voilà, j'ai inculqué ce rituel. C'est-à-dire que des fois, ils s'endormaient, j'étais dans leur champ de vision, mais je n'étais plus collée à eux.
Et petit à petit, j'ai pu ressortir de la pièce pour qu'ils reprennent un petit peu cette confiance en eux, qu'ils sachent que papa et maman sont là, ils sont juste de l'autre côté de la porte, qu'au moindre besoin, on vienne. Donc c'est là aussi où j'ai beaucoup fait attention à ne pas laisser pleurer. C'est encore propre à chacun. Je fais partie de ces mamans qui pensent qu'on ne faut pas laisser pleurer un enfant, mais venir le rassurer. Et du coup, pendant cette phase-là, dès que bébé se remettait à pleurer, hop, je rentrais dans la chambre, je re-apaisais. Et en fait, j'ai trouvé que ça va assez vite. Je trouve que ça va assez vite en fonctionnant ainsi, c'est-à-dire qu'en étant présent aux besoins de l'enfant pour le rassurer, sans pour autant leur donner les bras pour qu'il s'endorme. Et en une semaine, que ce soit pour Eden ou Lily Rose, Eden je crois que ça a pris 10 jours, c'était un tout petit peu plus long pour lui, et Lily Rose en une semaine, ça a été réglé. Il y a au tout début, si vous allez, déjà il faut savoir que les mamans qui allaitent les enfants vont plus souvent mettre plus de temps à faire leur nuit. C'est une généralité, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour tout le monde, il y a plein de mamans qui allaitent et qui ont des enfants qui font des nuits très tôt, tout simplement parce que le lait maternel se digère plus vite que le lait artificiel, et du coup le lait artificiel va leur tenir au ventre, même si j'aime pas ce terme, plus facilement que le lait maternel, et du coup la sensation de faim revient plus vite pour un bébé allaité que pour un bébé au biberon. Donc souvent il est remarqué que les bébés allaités mettent plus de temps à faire leur nuit que les bébés non allaités. Ça veut pas dire qu'il faut pas allaiter pour ça, ça c'est vraiment juste un élément à tenir compte. Si vous allaitez, que votre enfant fait pas ses nuits, c'est peut-être dû en partie à cela, et que au fur et à mesure bébé prendra des plus grandes réserves de lait quand il prendra ses tétés du soir et fera des nuits plus longues à ce moment-là. Ensuite, il y a aussi en fonction de ce que boit bébé dans son biberon. Alors ça veut pas dire qu'il faut lui rajouter des 30 ou des 60 ml parce que votre enfant va boire ce dont il a besoin, mais des bébés qui boivent 90 ml vont moins facilement faire leur nuit s'ils boivent 90 avant de se coucher que s'il va boire un biberon, je sais pas, de 210 pour vous donner un exemple à se poser. Lui a plus de chances de faire ses nuits puisqu'il aura une plus grande réserve et bien pour l'alimenter pour la nuit, tout simplement. Une petite chose aussi qui est assez sympa à faire, c'est que des fois le soir il y a des enfants qui ont besoin de lâcher prise. Parce que moi j'ai remarqué quand des fois on recevait du monde, qu'il y avait du bruit, le bébé était apaisé la journée, mais le soir nerveusement ça avait été beaucoup de bruit, beaucoup de sollicitations, et du coup il avait besoin de craquer et de pleurer. C'est des choses qui arrivent, et donc moi ce que j'aimais bien faire, c'est quand je voyais qu'il y avait une journée, en tant que parent on le sent, qui a été nerveusement peut-être un peu pour l'enfant, ça va être de lui faire vraiment un massage le soir. Donc c'est à dire que je faisais un petit peu en sorte que la salle de bain soit plus chaude que la moyenne, en petite couche, et je venais masser bébé le dos, les bras. Alors c'est du modelage, c'est plus de l'effleurage, mais pour pouvoir l'aider à le détendre et l'accompagner tout simplement pour que ce soit moins dur au moment du coucher, mais ça n'empêchait pas que des fois ils aient besoin de pleurer. Encore une fois, j'étais présente et voilà, la petite crise passait en un quart d'heure, mais c'est dur en tant que parent de voir son enfant faire une crise comme ça pendant plusieurs minutes d'affilée qui me paraissent des heures. Enfin, je vais vous parler maintenant des bébés qui ne dorment pas, c'est-à-dire qu'on a beau tout tenter, et ben ils dorment pas, ils se réveillent plusieurs fois par nuit, etc. En tant que parent, c'est assez long. J'ai une amie qui me disait qu'elle avait l'impression qu'elle allait mourir de fatigue puisque son petit bout, que ce soit de jour ou de nuit, toutes les heures se réveillait. C'est des enfants qui ont des reflux, qui ont des intolérances par exemple au lactose et qui vont avoir des laits artificiels qui vont quand même leur faire mal à l'estomac. C'était le cas de Lily Rose. Elle avait mal à l'estomac et pleurait pas mal bébé parce que c'était difficile, ça lui faisait des gaz, ça la constipait, enfin c'était pas confortable. Et je crois que le plus dur c'est pour les enfants qui font des reflux et qui du coup ont leur ventre qui leur travaille tout le temps, qui régurgitent et qui font un reflux tout simplement de ce qu'ils ont mangé. Moi je vais vous partager 4 conseils, 4 astuces, 4 choses qui peuvent vous aider à passer cette phase. C'est d'abord de vous relayer avec votre conjoint. Alors forcément au début les conjoints eux n'ont pas un congé maternité comme nous les mamans, mais au moins une journée, une demi-journée où le conjoint peut prendre le relais pour que vous, pendant une demi-journée, vous ayez un moment pour vous reposer. C'est-à-dire aller faire tout simplement une sieste. À ce moment-là, il ne faut pas s'imaginer aller faire du shopping. Je pense que l'état de fatigue est tel que vous avez envie de dormir. Et du coup, d'avoir une ou deux demi-journées sur le week-end où votre conjoint peut prendre le relais, même si c'est l'après-midi, parce que voilà, il aura eu quand même sa semaine dans les jambes, il aura envie de dormir, voilà, de se poser, mais voilà, qu'il prenne un petit peu le relais par demi-journée ou un soir ou deux dans la semaine pour que vous ayez du repos, parce que vous allez avoir besoin de se
regain d'énergie, de ce moment de pause pour arriver à reprendre un peu de force et réaffronter la journée. Ça ne veut pas dire que vous êtes une mauvaise maman, ça veut juste dire que vous avez besoin d'une petite pause de quelques heures pour vous requinquer, il n'y a pas de mal à ça. La deuxième chose, si votre enfant vous le permet la journée, c'est de faire des siestes. Mettre un peu de côté le ménage, ce n'est pas essentiel, même s'il y a des choses à faire, mais plutôt quand l'enfant dort, essayez de dormir aussi, même en journée. Quand vous êtes dans votre congé maternité, profitez-en, même si c'est une sieste d'1 heure. Par exemple, si votre enfant, vous savez qu'il fait à peu près 2 heures de sieste dans l'après-midi parce que bébé est inversé, dort la journée mais pas la nuit, vous faites une sieste d'1 heure, vous mettez votre réveil et puis après vous faites ce que vous avez à faire, mais 1 heure, ça sera toujours du repos en plus qui n'est pas négligeable. La troisième chose, c'est d'essayer de faire garder son enfant 1 ou 2 heures. On va aller faire par exemple un resto, une sortie. 2 heures, ce n'est pas grand chose, c'est très difficile au début. Ça peut être gardé par votre conjoint, par votre maman, votre belle-mère, des gens en qui vous avez confiance, même si très clairement, moi les premières semaines je n'y arrivais pas, mais si les nuits mettent beaucoup de temps à arriver, que c'est encore votre enfant à 5-6 mois, je pense que la capacité c'est propre à chacun, mais de pouvoir arriver à laisser son enfant 2 heures, comme je disais même à son conjoint, et de sortir et d'aller faire autre chose pour encore une fois reprendre un moment d'inspiration. La quatrième chose, c'est d'en parler à votre médecin pour tout simplement voir si vous pouvez prendre un traitement de vitamines, pour pouvoir tout simplement avoir un peu plus de force et d'énergie, puisqu'en plus à l'après-grossesse, souvent dû à la chute hormonale, on a déjà de la fatigue, on a le corps qui doit retrouver, les organes doivent se remettre à leur place, donc on a déjà notre corps qui travaille énormément pour essayer de remettre un petit peu tout en place. On y ajoute les nuits, je pense qu'un petit peu de vitamine ne fera pas de mal, donc en plus, voilà, voyez auprès de votre médecin, parce que si vous allaitez, si vous avez des intestins, etc., voilà, il faut quelque chose d'adapté, mais ce n'est quelque chose de pas négligeable. Et enfin, un dernier conseil que je peux vous donner, je qualifierais ça plutôt d'astuce, ça va être le porte-bébé et plus exactement l'écharpe de portage. C'est encore une fois l'utilisation sans fonction de chacun. Mais pour pouvoir faire ces journées, il y a des enfants qui n'arrivent pas à dormir et qui vont dormir quand ils sont en contact avec nous parce qu'ils entendent notre cœur, parce qu'ils se rythment sur notre respiration. Et donc du coup, moi, Rose, quand elle avait surtout pas mal de reflux, donc elle vomissait pas mal ses biberons puisqu'elle était intolérante, le 2e mois, elle a passé ses journées en porte-bébé à dormir ainsi contre moi pour que je puisse ainsi continuer mes journées. Voilà les amis, je vous ai à peu près donné les astuces que moi j'utilise et que j'ai pratiquées et que je trouve pas mal, en tout cas qui ont fonctionné chez moi. N'hésitez pas à me donner les vôtres en commentaire, puisque plus on en a, plus ça pourra donner des réponses à d'autres mamans. Donc n'hésitez pas à aller lire les commentaires pour celles qui ont essayé déjà ce que j'ai pu vous informer. Il y en aura sans doute d'autres juste en dessous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain midi pour une nouvelle vidéo et à mardi prochain pour un nouveau Mom and Baby. Ciao!